Pourquoi la musique vous donne-t-elle la chair de poule? Le secret pour pirater votre cerveau? Salut, esprit de curieux! Vous est-il déjà arrivé d'écouter une chanson et soudain, sans crier gare, d'avoir la chair de poule, la gorge serrée ou de ressentir une euphorie qui parcourt tout votre corps? Comment de simples vibrations dans l'air, une mélodie, peuvent-elles prendre le contrôle de nos émotions les plus profondes? Aujourd'hui, nous n'allons pas rester en surface. Nous allons faire un voyage, une descente à travers 5 niveaux de connaissances sur la musique et le cerveau. Je vous promets qu'une fois terminé, vous n'écouterez plus jamais votre playlist préférée de la même manière. Niveau 1. La surface que nous connaissons tous. Commençons par le plus évident, ce que nous avons tous expérimenté. Les chansons avec un rythme rapide et une tonalité majeure, comme Happy de Pharrell Williams, nous font nous sentir, heureux. Et les chansons lentes en tonalité mineure, comme Someone Like You d'Adele, nous provoquent de la nostalgie ou de la tristesse. C'est la règle la plus fondamentale du jeu. La musique a une saveur émotionnelle directe. Mais nous ne faisons pas que ressentir, nous agissons aussi. Pensez-y. Pourquoi les salles de sport mettent-elles de la musique électronique à plein volume? Ou pourquoi les magasins de luxe ont-ils une musique d'ambiance douce et élégante? Parce que le rythme nous affecte physiquement. Un tempo rapide peut se synchroniser avec notre cœur et accélérer nos mouvements, nous donnant de l'énergie pour cette dernière répétition à la salle de sport. Et une musique lente dans un magasin nous détend, nous faisant marcher plus lentement et, peut-être, acheter plus. La musique est la télécommande invisible de notre rythme corporel. Et ce n'est pas nouveau. En fait, c'est ancestral. Imaginez nos ancêtres il y a des milliers d'années, assis autour d'un feu de joie. Ils n'avaient pas Spotify, mais ils avaient des tambours, des claquements de mains et des voix. Le rythme partagé n'était pas seulement un divertissement, c'était un moyen de créer un lien, de synchroniser le groupe, de se sentir comme une seule tribu unie et forte. Le rythme est le battement de cœur de la communauté depuis le début des temps. Ce besoin de se connecter par le son reste gravé dans notre ADN. Et enfin, à ce niveau de base, il y a ce phénomène si familier et parfois désespérant, la chanson qui vous reste collée dans la tête, le fameux ver d'oreille ou earworm. Une mélodie s'installe dans votre cerveau et se répète en boucle sans que vous puissiez rien y faire. C'est quelque chose que nous tenons pour acquis, mais pourquoi notre cerveau, une machine si sophistiquée, reste-t-il bloqué à répéter un refrain de Bad Bunny encore et encore? Bon, ce que nous venons de voir est ce que presque tout le monde sait ou devine à propos de la musique. Qu'elle véhicule des émotions de base, qu'elle affecte notre corps, qu'elle nous unit en tant que groupe et qu'elle devient parfois répétitive. C'est la pointe de l'iceberg, la partie visible qui flotte dans l'océan de notre connaissance. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quel moteur secret la meuvent en dessous? Que se passe-t-il réellement dans la salle des machines de notre cerveau? Il est temps de plonger. Bienvenue au niveau 2. Niveau 2, les mécanismes cachés. Vous vous souvenez que nous avons parlé de la façon dont les chansons tristes nous font nous sentir tristes? Voici la première grande révélation. Parfois, elles nous font du bien. Lorsque vous écoutez une mélodie mélancolique, votre cerveau libère parfois une hormone appelée prolactine. La prolactine est une hormone que le corps utilise pour nous consoler, pour nous donner un sentiment de bien-être et de calme. C'est comme si votre cerveau détectait la tristesse de la musique et, tel un ami qui anticipe les événements, vous donnait un câlin chimique pour que vous vous sentiez mieux. C'est pourquoi nous nous réfugions parfois dans la musique triste. Ce n'est pas pour nous sentir plus mal, mais pour recevoir ce réconfort biochimique. Toute la musique qui nous émeut est régie par une règle invisible, la règle de la tension et de la libération. Les compositeurs sont passés maîtres dans l'art de créer l'attente. Ils jouent une série de notes qui nous font espérer une conclusion logique, une note finale qui résoudra la phrase. Pendant qu'ils nous maintiennent dans cette tension, notre cerveau est en suspens. Et quand cette note arrive, enfin, boum, libération. C'est exactement comme une blague. Le comique ne réside pas dans le mot final, mais dans la tension que crée l'histoire précédente. La musique joue avec cette attente pour nous provoquer des frissons. Maintenant, parlons de la raison pour laquelle une chanson que vous n'aimiez pas au début devient soudainement votre préférée. Cela est dû à une erreur d'usine de notre cerveau appelée le biais de simple exposition. Notre cerveau est, par nature, un peu paresseux et méfiant. Il préfère ce qu'il connaît déjà parce que ce qui est connu est sûr. Ainsi, lorsque vous écoutez une nouvelle chanson, votre cerveau peut dire « bof, je ne sais pas ce que c'est ». Mais après l'avoir entendue à la radio, dans un magasin, dans un reel, votre cerveau commence à dire « hé, je la connais, c'est familier, c'est sûr, j'aime bien ». Ce n'est pas que la chanson soit meilleure, c'est que votre cerveau s'y est habitué. Quand nous disons que certains accords sonnent tristes et d'autres joyeux, ce n'est pas une vérité universelle gravée dans la pierre, c'est un héritage culturel. Dans la Grèce antique, par exemple, on croyait que certains types d'échelles musicales, les modes, avaient un ethos, un caractère moral,
On croyait qu'une mélodie pouvait vous rendre courageux et une autre lâche. Cette idée que la musique a un pouvoir inhérent à modeler le caractère s'est infiltrée à travers les siècles. Et c'est pourquoi aujourd'hui, notre culture occidentale associe fortement les tonalités mineures à la tristesse et les majeures à la joie. C'est une coutume vieille de plus de 2000 ans. Tous ces mécanismes, au fond, répondent à un besoin humain fondamental, celui d'appartenance. Lorsque vous chantez un hymne dans un stade, lorsque vous dansez au même rythme lors d'une fête, ou lorsque vous partagez une chanson qui vous émeut avec un ami, vous n'écoutez pas seulement de la musique. Vous synchronisez votre cerveau avec celui d'autres personnes. La musique agit comme une colle sociale neurologique, nous faisant nous sentir connectés, partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Elle satisfait ce besoin primaire de ne pas être seul. Et le mécanisme final qui change tout est le système de récompense du cerveau. Lorsque vous écoutez une chanson qui vous fascine, surtout à son apogée, votre cerveau libère de la dopamine, le même neurotransmetteur qui s'active avec des choses comme la nourriture délicieuse, l'argent ou le fait de tomber amoureux. C'est crucial, ce n'est pas que vous aimez la musique de manière abstraite, c'est que votre cerveau vous donne une véritable récompense chimique, un shoot de pur plaisir. Savoir cela change complètement l'idée que la musique n'est qu'un passe-temps. C'est une drogue naturelle que nous nous auto-administrons. Ainsi, en clôturant ce deuxième niveau, nous voyons que nous ne sommes pas des observateurs passifs. Comprendre ces rouages cachés, la chimie du réconfort, le jeu de l'attention, les biais de notre cerveau et le shoot de dopamine nous donne une nouvelle perspective. Cela nous montre comment et pourquoi la musique détient les clés de notre propre esprit. Mais si vous pensiez que tout était déjà clair, préparez-vous, car c'est ici que l'histoire devient un véritable chaos. Penser que tout se réduit à quelques produits chimiques et règles est trop simple. La réalité est bien plus désordonnée et fascinante. Niveau 3, le chaos de la réalité, débat et complexité. Ici commence le combat. Le premier grand débat est: l'émotion dans la musique est-elle universelle ou culturelle? D'un côté, il y a ceux qui disent que certaines structures musicales sont intrinsèquement émotionnelles pour tout être humain, peu importe où il est né. De l'autre, il y a ceux qui soutiennent que tout est appris. Que si une mélodie vous semble triste, c'est parce que votre culture vous a appris à associer ce son à des funérailles ou à des scènes tristes de films. Il n'y a pas de réponse facile. Maintenant, un secret. Avez-vous entendu parler de los effets Mozart? L'idée que si vous faites écouter de la musique de Mozart à vos enfants ou même à votre bébé dans le ventre, il deviendra plus intelligent. Eh bien, c'est un mythe. La vérité est qu'écouter de la musique que vous aimez et qui vous stimule peut vous donner un petit coup de pouce mental temporaire, mais peu importe que ce soit Mozart, Metallica ou Rosalia. Pourquoi aimons-nous croire à ce mythe? Parce que nous cherchons des solutions magiques, des raccourcis simples à des problèmes complexes comme l'intelligence. C'est une histoire trop belle pour ne pas être vraie, même si elle ne l'est pas. Et cela nous amène à une incroyable paradoxe, presque un dilemme philosophique, la paradoxe de la tragédie. Pourquoi recherchons-nous activement de la musique qui nous brise émotionnellement? Nous payons pour aller à un concert pleurer, nous créons des playlists intitulées « Chansons pour un jour de pluie » qui nous plongent dans la misère, et nous adorons ça. Cela va à l'encontre de toute logique de survie, qui nous dit d'éviter la douleur. Pourquoi payons-nous pour nous sentir mal? C'est l'une des grandes contradictions de l'art. Et maintenant, soyons un peu critiques. Nous avons vu à quel point la musique est puissante pour pirater le cerveau. Et cela nous amène à une question éthique. Est-il juste de l'utiliser pour nous manipuler sans que nous nous en rendions compte? La musique dans les supermarchés est conçue pour vous faire acheter plus, celle des casinos pour vous faire parier sans penser au temps. Elle est utilisée dans les campagnes politiques pour générer de la ferveur. Où est la limite entre créer une atmosphère et la manipulation dissimulée de nos décisions? Cette idée de ce qui est correct ou incorrect en musique change aussi avec le temps. Pensons à la dissonance, ces accords qui sonnent faux, tendus ou choquants. Lorsque Stravinsky a créé le Sacre du printemps en 1913, les gens se sont mutinés parce que le son leur semblait être une agression horrible. Aujourd'hui, cette même dissonance est utilisée dans n'importe quelle bande-son de film d'horreur pour créer du suspense, et personne ne s'en scandalise. Ce qu'une génération considère comme du bruit, la suivante l'appelle art. Le débat est éternel. Tout ce chaos nous révèle quelque chose de profond sur la condition humaine, la subjectivité radicale de l'expérience. La même chanson qui vous transporte à l'extase peut être un bruit insupportable pour votre meilleur ami. Il n'y a pas de vérité objective sur le fait qu'une chanson soit bonne ou mauvaise, ou sur l'émotion correcte qu'elle doit provoquer. La musique nous démontre que chacun de nous vit dans sa propre bulle émotionnelle, et c'est à la fois solitaire et merveilleux. En résumé, le niveau 3 nous apprend que la réalité de la musique n'est pas une science exacte. C'est un champ de bataille d'idées, rempli de mythes, de paradoxes et de questions éthiques qui n'ont pas de réponse unique. C'est un reflet parfait de notre désordre et de notre complexité. Très bien, vous avez survécu au chaos.
Vous avez vu que les réponses faciles n'existent pas. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Bienvenue au Savoir de Niche. Niveau 4. Connaissance expert, les secrets de niche. Connaissez-vous cette sensation de frisson qui parcourt votre corps au meilleur moment d'une chanson? Ce ne sont pas de simples envies de pleurer. Cela a un nom, le frisson ou frisson esthétique. Et la science a découvert que ce n'est pas aléatoire. Cela se produit généralement avec des changements harmoniques inattendus lorsque la musique rompt brusquement avec ce à quoi vous vous attendiez. C'est une véritable réaction physiologique, une sorte de court-circuit plaisant dans votre système nerveux. Et en parlant de réaction, il y a quelque chose d'encore plus profond, les réflexes du tronc cérébral. Avant que votre cerveau conscient, celui qui pense « Oh, quelle belle mélodie !» ne traite le son, la partie la plus primitive de votre cerveau, le tronc cérébral, a déjà réagi. Imaginez que vous êtes en silence et que soudain une porte claque. Vous sursautez. Vous ne décidez pas d'avoir peur. Votre corps réagit avant votre esprit. La musique utilise cela. Un changement brusque de volume ou un son très aigu et dissonant active ce même système d'alarme primaire, générant une réponse viscérale avant que vous ne puissiez même nommer l'émotion. Une grande partie de cette connaissance sur les émotions primaires est due à un héros secret des neurosciences, Jacques Panksepp. Ce chercheur a passé sa vie à étudier les racines des émotions dans le cerveau des mammifères et a découvert des systèmes ancestraux que nous partageons tous. Il a proposé que la musique n'est rien d'autre qu'une manière sophistiquée d'activer ces circuits primaires, le système de jeu avec des rythmes joyeux ou celui de panique-deuil avec des mélodies tristes qui imitent les appels de détresse des petits. En gros, il a connecté nos émotions musicales aux sons les plus bruts et animaux. Mais il existe une théorie alternative, une vision rebelle qui concurrence cette idée. C'est la théorie de la prosodie du langage. Elle soutient que notre réponse émotionnelle à la musique est un sous-produit de notre capacité à détecter les émotions dans le ton de la voix des autres. Une mélodie lente et de tonalité basse imite la cadence d'une voix triste. Une rapide et aiguë, celle d'une voix excitée. Selon cette vision, la musique est comme un super langage qui ne nous dit rien avec des mots, mais qui pirate directement notre détecteur d'émotions vocales. Et voici une découverte qui va vous époustoufler et qui va à l'encontre de tout notre bon sens. Il existe des personnes atteintes d'une condition appelée amusie qui sont incapables de reconnaître une mélodie. Pour elles, Joyeux anniversaire sonne comme une symphonie de Beethoven. Mais, et c'est ce qui est incroyable, beaucoup d'entre elles peuvent correctement identifier l'émotion de la pièce. Elles peuvent vous dire « cela sonne triste » ou « cela sonne joyeux », même si elles ne distinguent pas les notes. Cela suggère que notre cerveau traite l'information mélodique et l'information émotionnelle par des chemins complètement séparés. Et maintenant, le dernier détail de ce niveau, celui qui relie de nombreuses idées que nous avons vues. C'est le concept de entraînement rythmique ou de entrainment. Lorsque vous écoutez un rythme puissant, vos ondes cérébrales, littéralement, commencent à osciller en synchronie avec ce rythme. C'est un moment eureka en bonne et due forme. Cela explique le lien social autour du feu de joie ou en discothèque. Nos cerveaux sont littéralement sur la même longueur d'onde. Cela explique pourquoi le tempo affecte notre cœur, notre corps se synchronise. C'est le pont physique qui unit les vibrations de l'air à l'électricité de nos neurones. C'est la connexion définitive. Atteindre ce niveau de détail nous démontre que la musique n'est pas seulement un ornement culturel. C'est une force fondamentale qui interagit avec notre biologie des manières les plus intimes et inattendues. Ce n'est pas seulement quelque chose que nous écoutons, c'est quelque chose qui nous arrive. Nous avons atteint la limite de ce qui est connu avec certitude. Nous avons exploré les cartes connues du cerveau et de la musique. Oseriez-vous regarder au-delà, vers la dernière frontière, où il n'y a que des questions et de l'émerveillement? Niveau 5. La frontière finale, spéculation et émerveillement. Regardons vers l'avenir. Imaginez une application sur votre mobile connectée à vos capteurs biométriques. Vous avez passé une journée terrible. L'application le détecte et, utilisant l'intelligence artificielle, ne vous met pas une chanson triste d'une playlist, mais compose en temps réel une mélodie unique et personnelle pour vous, spécifiquement conçue pour vous aider à traiter cette émotion. La musique cessera d'être un produit pour devenir une thérapie dynamique et personnelle. Mais il y a une question à laquelle même la science du futur ne pourra pas répondre facilement. C'est la question la plus profonde de toutes. Pourquoi? Pourquoi une simple séquence de fréquences sonores, quelque chose d'abstrait, de physique, sans signification inhérente, produit-elle l'expérience interne et subjective de la joie, de la mélancolie ou de la beauté? Nous savons quels boutons elle actionne dans le cerveau, mais pas pourquoi en actionnant ces boutons, la lumière d'un sentiment s'allume. C'est le mystère ultime de la conscience. Et cela nous mène à une implication philosophique vertigineuse. Si la musique peut manipuler notre état émotionnel de manière si fiable, qu'est-ce que cela nous dit sur notre libre arbitre? Nos émotions les plus profondes sont-elles vraiment les nôtres?
Ou sommes-nous de simples marionnettes biochimiques dont les cordes sont tendues par des motifs sonores? Peut-être que l'émotion n'est pas quelque chose que nous possédons, mais quelque chose qui nous arrive, un événement provoqué par le monde extérieur, et la musique en est l'exemple le plus pur. En pensant plus grand, comprendre cela pourrait être la clé de l'avenir de l'humanité. Si jamais nous contactons une civilisation extraterrestre, les mathématiques seront notre premier dictionnaire. Mais comment partager l'expérience de ce que c'est que de ressentir? La musique, avec ses motifs universels de tension, de rythme et d'harmonie, pourrait être notre meilleure option. Elle pourrait être le véritable langage universel pour communiquer la conscience. Et voici la dernière idée, la plus provocante. Peut-être que la musique n'est pas quelque chose que les humains ont inventé. Peut-être est-ce une propriété fondamentale de l'univers, comme la gravité ou l'électromagnétisme, que nous avons simplement découverte. Les lois de la physique, les relations mathématiques entre les fréquences, créent l'harmonie. Les étoiles pulsent avec rythme. Les planètes ont des orbites qui créent une sorte de musique des sphères. Peut-être que la musique est le son du cosmos lui-même, et nos cerveaux sont simplement les antennes évoluées pendant des millions d'années pour pouvoir syntoniser cette fréquence. Et ainsi, notre voyage de 5 niveaux touche à sa fin. Nous sommes descendus de la surface jusqu'aux profondeurs les plus spéculatives de la connaissance. Maintenant, avec cette nouvelle perspective, il est temps de contempler le tableau complet. C'est incroyable. Vous souvenez-vous comment nous avons commencé ce voyage? En parlant de quelque chose d'aussi simple que des chansons joyeuses qui nous rendent heureux. Une idée presque enfantine, évidente. Et nous avons terminé ici, à la dernière frontière, nous demandant si la musique est le langage secret de l'univers et si nos cerveaux sont des récepteurs cosmiques conçus pour le déchiffrer. Nous sommes passés d'une simple playlist à la remise en question de la nature de la réalité, de la conscience et de notre place dans le cosmos. C'est la véritable magie de la curiosité. Et maintenant, je vous le demande directement. Après tout ce voyage, quelle est la chanson qui a l'effet le plus puissant et inexplicable sur vous? Et maintenant, pourquoi pensez-vous qu'elle le fait? J'adorerais lire vos théories et vos histoires dans les commentaires. Merci du fond du cœur de m'avoir consacré votre temps et votre attention durant cette descente. Si cela vous a fasciné autant que moi, abonnez-vous, car il y a beaucoup d'autres mondes à explorer ensemble. On se voit au prochain voyage.